Dans les couloirs feutrés de l'hôpital, l'agitation habituelle laissait parfois place à des élans d'une grande naïveté poétique. Jamel, un jeune homme au cœur d'artichaut et à l'esprit toujours prompt à s'enflammer pour un rien, marchait à grands pas, un bouquet de fleurs invisibles à la main et le verbe. Il venait de croiser une silhouette, emporté par un enthousiasme débordant, s'écria vers une direction incertaine. « Cathy, c'est à toi !» Une voix féminine, un brin ironique mais pleine de bienveillance, lui répondit du bout du couloir. « Non, c'est à Béatrice. » Jamel ne se démonta pas pour autant. Pour lui, l'amour était une tirade universelle qui méritait d'être partagée avec le monde entier, peu importait l'auditeur exact du moment que l'émotion y était. Sans perdre une seule seconde son élan, il modula sa voix pour lui donner des accents de tragédien romantique, déclamant avec une passion théâtrale. « Cathy, je t'aime. Béatrice, je t'aime, Béatrice. » Il prit une grande inspiration, adjusta sa blouse blanche comme s'il s'agissait d'une cape de chevalier, et poursuivit son monologue amoureux, basculant soudain dans un jargon international de son propre cru, mélangeant les expressions avec une candeur désarmante. « Attention, c'est ça. Vous êtes votre habitant. Je peux pas là. Dès que je vous ai vu, je vous ai trouvé si sensible, si tendre. » Et là, une vie à accent grave parence dure et rigide. « Cathy, je t'aime. » Béatrice, qui passait par là par le plus grand des hasards avec un dossier médical sous le bras, s'arrêta net, un sourire amusé aux lèvres devant cette déclaration si soudaine et si maladroite. Elle le regarda, entra dans son jeu l'espace d'un instant, et répondit sur le même ton d'anglais de cuisine. « Moi aussi, oui. » Pendant ce temps, dans une pièce adjacente qui servait de réserve de matériel, une toute autre discussion, beaucoup moins romantique mais tout aussi animée, battait son plein. Sabri et Jamel s'étaient lancés dans une entreprise clandestine qui exigeait, selon eux, le plus grand secret et une logistique digne des plus grands films d'action. Sabri, les bras croisés, fixait Jamel avec un air de profond mécontentement, remettant en cause la hiérarchie même de leur duo. « Et, attends une seconde, » dit Sabri d'un ton boudeur. « Pourquoi c'est toi qui fais Batman ? Pourquoi c'est moi qui fais Robin ? C'est moi le plus grand, c'est con. » Jamel, qui tenait 2 masques de carnaval informes entre ses doigts, leva les yeux au ciel, agacé par le manque de vision à long terme de son compère. « On n'en a rien à foutre des masques, c'est pour pas se faire le cognito, » répliqua-t-il avec assurance. Sabri, loin d'être rassuré par cette explication linguistique approximative, commença à trépigner d'impatience, l'angoisse s'emparant soudain de lui à l'idée des conséquences possibles de leur petite escapade. « Si on se fait pécho, qu'est-ce qu'on fait ? » demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Jamel balaya l'objection d'un geste de la main souverain, comme si le plan qu'il avait élaboré était d'une infaillibilité absolue, digne d'un génie du crime. « C'est impossible, » affirma-t-il. « C'est trop s'il y a un congrès à la montagne. » « D'accord ? On prend les plâtres, on les donne à la photographe de voilà. On prend nos ailes et on remet les plâtres dedans. Comme ça, ni vu, ni vu. D'accord ? C'est le crime parfait. » Sabri le regarda, sceptique. Le plan lui semblait comporter de nombreuses zones d'ombre, notamment l'histoire des ailes et des plâtres dont il ne comprenait pas la moitié. Voyant l'hésitation dans les yeux de son ami, Jamel tenta une approche plus agressive pour piquer son orgueil au vif. À un moment, le monsieur se dégonfle comme une petite gonzesse, lança-t-il avec un sourire provocateur. « Dis donc, tu as vu l'épisode de Batman où Robin, il prend la petite gueule de rebeu de Batman comme ça ? Tu l'as vu cet épisode ? Tu l'as vu ou pas cet épisode ? Alors pourquoi tu n'arrêtes pas de dire des conneries comme ça, d'accord ? » Acte 2, les coulisses du trafic de plâtre. La porte de la réserve s'ouvrit discrètement sur un 3e personnage, un complice occasionnel du nom de Jamé, qui entrait d'un pas feutré, l'air mystérieux, portant sous le bras un paquet volumineux enveloppé de papier journal. Jamel, adoptant immédiatement l'attitude d'un chef de gang de quartier, lui fit un signe de tête approbateur. « Salut, Jamé. »« La marchandise, » dit-il d'une voix basse et caverneuse. Jamé posa le paquet sur la table avec d'infinies précautions, comme s'il s'agissait d'une matière hautement explosive, et répondit sur le même ton de conspirateur. « La marchandise. » Jamel déballa l'objet avec des yeux gourmands,
révélant 2 moules en plâtre qui semblaient avoir vécu. Il poussa un soupir de soulagement et de satisfaction. Formidable, merci, jamais. Pas de nom, t'as quitté. Sabri s'approcha, examina les objets de plus près avec un œil d'expert, lisant les inscriptions griffonnées au feutre indélébile sur le côté des moulages orthopédiques. Genou droit 1987, Yannick Noir, lut-il à haute voix. Genou gauche 1987, Yannick Noir. Jamel prit les précieux plâtres sous son bras, prêt à passer à la seconde phase de son plan machiavélique, qui consistait à monnayer ses reliques médicales auprès de la presse à scandale. Juste le temps de faire des clichés et je te les ramène demain avec l'argent, dit-il à Jamais pour le rassurer. Nous, tu sais, c'est surtout pour le journalisme qu'on fait ça. Les Français doivent savoir, on leur cache des trucs, je crois bien. Demain, c'est sûr. Tu n'oublieras pas. Jamais, qui n'était pas venu uniquement pour la gloire du journalisme d'investigation, tout sauta légèrement et croisa les bras, attendant sa part du gâteau. On voudrait dans les... C'est possible dans les 2000 francs, demanda-t-il en tentant de masquer son avidité. Jamel fronça les sourcils, adoptant immédiatement l'attitude d'un négociateur impitoyable du marché aux puces. Trop cher, trancha Net. Négociation sur moi. Bon, c'est 4000 et en liquide. Sabri, un peu perdu dans les calculs financiers de son ami qui semblait augmenter le prix au lieu de le baisser, intervint pour tenter de clore l'affaire. 1000 à prendre ou à laisser, dit-il d'un ton ferme. Pendant que la transaction se finalisait tant bien que mal dans l'ombre de la réserve, la vie hospitalière continuait son cours normal à l'accueil. Jamel, ayant récupéré ses précieux trophées, se réinstalla derrière son comptoir, soupirant bruyamment devant l'afflux de patients saisonniers qui commençaient à saturer les urgences. Ils me cassent les couilles, les mecs du marathon de Paris, grommela-t-il entre ses dents. Chaque année, c'est la même chose, ils sont là. J'ai mal au genou. J'ai luxé mon genou, j'ai le sida peut-être du genou, on sait pas. Qu'est-ce qu'on fait, là? Acte 3, confession aux urgences. Clara, l'infirmière en chef au grand cœur mais souvent dépassée par les événements et ses propres émotions, arriva en courant, le visage rouge d'excitation et de panique mêlée. Elle se pencha vers sa collègue Béatrice, les yeux écarquillés, incapable de retenir plus longtemps le secret qui la brûlait. « J'ai fait l'amour », murmura-t-elle dans un souffle. Béatrice s'arrêta net dans son classement de fiches, ouvrant de grands yeux ronds, surprise par cette révélation si soudaine au milieu de la garde de l'après-midi. « Mais non !» s'exclama-t-elle. « Avec un être humain ? Il est au courant ?» Clara jeta un regard circulaire pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait, puis reprit d'une voix encore plus basse, pleine de culpabilité professionnelle et de romantisme exacerbé. « Justement, je voudrais t'en parler parce que je crois que j'ai fait une faute professionnelle. Tu sais, le patient anglais, le beau mec qui est au service des grands brisés. Chipster. » Béatrice hocha la tête vigoureusement, comprenant immédiatement de qui il s'agissait. L'histoire de ce patient était célèbre dans tout l'hôpital. « Mais ouais, on l'appelle comme ça, là, au SAMU, parce qu'il s'est planté en ULM, dit Béatrice. Il était en miettes, le mec. » Clara soupira, un regard rêveur perdu dans le vide, se remémorant les détails de cette rencontre hors du commun. « Tu vois, c'était tellement différent, dit-elle d'un ton nostalgique. « Ouais, j'imagine, répondit Béatrice, un peu envieuse mais surtout curieuse de la suite. « Je suis sûre qu'on va constater quelque chose sur la longueur, poursuivit Clara en posant une main sur son ventre avec une moue pensive. J'ai comme une intuition. » Leur moment de confidence fut brutalement interrompu par l'arrivée d'un médecin légiste ou d'un brancardier un peu bourru qui cherchait des documents administratifs sans s'embarrasser de tact. « Excusez-moi, les jeunes, lança-t-il d'une voix forte. Ils sont où, les constats de décès, là? Les crackers, qu'est mort? Chipster? Clara blêmit instantanément, le choc de la nouvelle la frappant de plein fouet. Ouais, Chipster, confirma l'homme sans ménagement. Béatrice, voyant sa collègue sur le point de s'effondrer, tenta de la soutenir moralement en adoptant une attitude de professionnel endurci, bien que son propre cœur se serre devant cette tragédie soudaine. Béa, laisse tomber,
dit Béatrice en lui tapotant l'épaule. Il faut te blinder. Ça va pas ou quoi? C'est notre quotidien, ça. Tous les jours, on en voit des gens mourir. Arrête, t'es sûr? Tous les jours, tu verras ça. Arrête, arrête. Ton métier, c'est faire ça, maintenant. À ce moment-là, Sabri passa la tête par la porte, tenant un grand sac poubelle noir et l'air particulièrement embarrassé par une tâche de manutention dont il ne savait pas comment se dépêtrer. « J'en fais quoi de la momie, là » demanda-t-il avec sa délicatesse habituelle. Béatrice, agacée par tant d'incompétence et de manque de respect en un moment si grave, se tourna vers lui en haussant le ton. Sabri, qu'est-ce qu'on fait, d'habitude, des morts » Sabri réfléchit une seconde, se gratta la tête, et proposa la première solution absurde qui lui passa par l'esprit, basée probablement sur un vieux film policier mal compris. On les déguise en femmes et on les jette à la Seine, non ? Béatrice le regarda avec un air de profond découragement, se demandant comment un tel individu avait pu être engagé dans un établissement de soins. Non, c'est ça, ouais, je crois, ironisa-t-elle avant de reprendre son sérieux. Non, je vais l'emmener à la morgue, plutôt. Sabri parut soulagé d'échapper à la corvée d'habillage et de transport fluvial. Mais ouais, voilà, c'est ça, merci, dit-il avec un grand sourire. Allez, voilà. Et après, tu pourras venir me voir. Oui, parfait, répondit Béatrice en le poussant vers la sortie. Acte 4, pressentiment et quiproquo. Restée seule avec Clara qui pleurait désormais à chaudes larmes, Béatrice tenta de détourner l'attention de son amie en pointant du doigt une forme étrange qui passait dans la cour de l'hôpital, espérant créer une diversion salutaire. « Oh là là, regarde là-bas, un monstre, dit-elle. Ça va bien ?» Clara secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues, submergée par le remords et le chagrin. « Non, c'est de ma faute, hein, sanglota-t-elle. Mais arrête, écoute, tenta de la rassurer Béatrice. Tu sais pas, c'est votre manière d'être condamné, je pense, hein. Pierre. Non, arrête. Regarde, dis-toi un truc, il est mort heureux. Hein. Mais toi, tu comptais quand même pas fonder une famille. Clara s'arrêta de pleurer une seconde, fixant Béatrice avec un regard d'une intensité soudaine et presque mystique. Mais je sais pas, ça se trouve, je porte déjà son enfant, déclara-t-elle d'un ton dramatique. Béatrice, pragmatique, tenta de la ramener sur terre avec douceur mais fermeté. Non, je pense pas, non, dit-elle. Faudrait d'abord que ce soit le bon moment. Je crois que c'est le bon moment, là, insista Clara, le regard perdu dans le lointain. Ah. J'ai comme un pressentiment, tu vois, c'est pas très scientifique, mais... Enfin, je sens que je vais être maman. Béatrice, voyant qu'aucune logique ne parviendrait à raisonner son amie dans cet état de transe émotionnel, décida d'employer les grands moyens de la médecine moderne. Écoute, il n'y a qu'un seul truc de sûr pour savoir, dit-elle en se levant. Je suis du métier, hein. Vas-y, monte tes cendres. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit à la volée, laissant entrer le professeur Strauss, le chef de service, un homme d'un certain âge, brillant chirurgien mais connu pour ses distractions légendaires et ses accès de paranoïa aiguë. Il portait une tenue de ski complète, des lunettes de protection sur le front et des bâtons à la main, bien qu'il se trouve au beau milieu du 3e étage d'un hôpital parisien en plein mois de mai. « Clara ! Clara !» s'écria-t-il d'une voix tonitruante. Clara, tentant de masquer sa surprise devant cet équipement hivernal incongru, bégaya. « Professeur, je croyais que vous étiez Avoria. » Le professeur Strauss la regarda comme si elle venait de dire la plus grande absurdité du siècle, plantant ses bâtons de ski sur le linoléum de la pièce. « Mais si, bien sûr, je suis Avoria, » répondit-il avec aplomb. « Je fais du slalom sur la piste noire, ça ne se voit pas Clara. » « Oui, professeur, » dit-elle, habituée aux excentricités de son supérieur. Le visage du professeur se assombrit soudain, prenant des accents de tragédie shakespearienne alors qu'il se penchait vers elle pour lui confier un terrible secret. « On a volé ma collection, » chuchota-t-il d'une voix tremblante de rage. « Mais, attention, je suis bien équipée. Caméra de surveillance.
Ils sont faits comme des rats. Ah. Caméra de surveillance. Il tourna les talons et quitta la pièce d'un pas lourd, ses chaussures de ski claquant sur le sol. Dès qu'il fut hors de portée de voix, Béatrice se tourna vers Clara, un doigt sur la tempe. Mais il est complètement parano, le vieux, dit-elle. Dehors, dans le couloir, Jamel et Sabri observaient la scène cachée derrière un chariot de linge sale. Sabri, pris d'un coup de panique en entendant parler de caméras de surveillance, agrippa le bras de son complice. De toute façon, pas de panique, ils doivent pas nous reconnaître, parce qu'on a des marques, chuchota Théil pour se rassurer. Jamel, voyant le professeur s'éloigner en gesticulant, interpréta ses mouvements comme un défi personnel. Ils nous narguent, en plus, dit-il. Ils nous narguent, hein. Ah non, ils sont forts, très forts. C'est que Gênes et des fils qui sont faits là. Voilà. La caméra est déconnectée. Ils ont sûrement des contacts dans le service. Une taupe. Intelligence, dis-moi-le. On est vraiment affaire à des pros, hein. Le professeur Strauss, qui revenait sur ses pas après avoir constaté un problème technique sur son écran de contrôle, s'adressa à eux sans se douter une seule seconde de leur culpabilité. Vous avez un indice, demanda-t-il anxieusement. Jamel, adoptant un visage de marbre d'un sérieux absolu, répondit sans ciller. Non, professeur, aucun indice. Ils sont beaucoup trop forts.